objectifs internationaux pour la COP21. Donc, 400 000 pour la sécurité alimentaire et le climat. En effet, le cycle carbone passe par les sols. Le sol peut être, en fonction des usages, peut être source d'émissions ou puits d'émissions. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui grâce à 3 experts qui vont tour à tour interroger les problématiques autour de la séquestration du carbone, les potentialités, les objectifs et les moyens qu'il faut. On aura la chance d'avoir le regard d'un biogéochimiste, d'un agronome et d'un conseiller agricole sur ce sujet. Donc c'est monsieur Bertrand Guenet, qui est biogéochimiste, qui va ouvrir ce séminaire d'aujourd'hui. Il est au laboratoire Sciences, Climat et Environnement, et donc à Paris-Saclay. Vous avez à peu près 30 minutes pour parler. Après, il y aura des questions un peu plus techniques, 5 minutes. D'accord, merci beaucoup. Donc, je tiens déjà à remercier les personnes qui m'ont invité à faire ce séminaire. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer un petit peu quelles étaient les raisons pour lancer l'initiative 4 pour 1000, qu'est-ce que ça veut dire, et aussi parler un peu des limites de ce genre d'initiative. Donc, déjà, pour commencer, en fait, ce qui a poussé l'initiative du 4 pour 1000, c'est d'essayer d'atténuer le changement climatique qui est en cours. Et donc, on voit bien, là, donc ici, on a une moyenne annuelle des températures, des anomalies de température globale. Et on voit bien que, du coup, on a une augmentation des températures qui est en cours sur la période actuelle, puisque là, en fait, on va de 1850 ici aux années 2000. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une anomalie? Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce concept. L'idée, c'est qu'en fait, on prend la moyenne sur une période. Ici, ça va être la période 1961-1990. Et on va calculer par différence les températures à un moment donné par rapport à cette moyenne. C'est pour ça que, du coup, au début de la période industrielle, on va être sur des valeurs plutôt négatives, alors qu'à la fin, on va être sur des valeurs plutôt positives. Si on représente les mêmes données, mais en utilisant cette fois des moyennes décennales, on voit bien qu'on a effectivement cette même tendance sur ces dernières décennies, à une augmentation des températures de l'ordre de 0,5 degrés actuellement en moyenne globale. Donc, sauf que quand on parle de moyenne globale, ça ne parle pas forcément trop. Il faut savoir, alors là on ne voit pas très bien les différences de couleurs, mais disons que l'idée de ce graphe, c'est de montrer que cette augmentation en moyenne globale, elle cache une variabilité spatiale assez importante et que l'augmentation des températures sera d'autant plus forte qu'on sera dans des régions plutôt au nord et sur les terres émergées. Où là, dans certains cas, on voit que par exemple dans des régions de Russie, on peut aller vers des augmentations, on a des augmentations observées de l'ordre de 1,5 jusqu'à 2 degrés pour la période actuelle. Donc quelles sont les causes de ce changement climatique qu'on voit actuellement? Une des causes majeures, ce sont les émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité anthropique. Ici, c'est un exemple, mais il y a plein d'autres types de mesures, c'est-à-dire que sur une station qui se situe à Hawaï, on mesure le CO2 atmosphérique depuis le début des années 60. Et donc là, on a une courbe jusqu'à la période actuelle. Donc là, c'est la concentration en CO2 atmosphérique en partie par million. On voit des variations qui correspondent en fait au cycle saisonnier où les plantes, en été, vont fixer du CO2 et donc vont avoir tendance à réduire un peu la concentration en CO2 atmosphérique. Et en hiver, au contraire, du coup, il va y avoir plutôt de la respiration des écosystèmes. Mais malgré ces variabilités annuelles, on voit très bien que depuis les années 60, on est passé de valeurs autour de 320 ppm à des valeurs autour de 400 ppm en concentration de CO2 atmosphérique pour la période actuelle. Et quand on met ça sur un pas de temps encore plus long, on voit bien que finalement,
que ce soit pour le CO2, mais également pour d'autres gaz à effet de serre, hein, puisqu'ici on a donc le CO2, le méthane et ici les oxydes d'azote. Et donc on voit que là on est à moins 10 000 ans, là on est sur la période actuelle, et ce qui est impressionnant, c'est-à-dire que on voit très bien que l'augmentation elle est extrêmement brutale sur la période industrielle. Et donc c'est ça qui est vraiment inquiétant, c'est-à-dire que c'est la vitesse du changement qui va avoir tendance à changer le climat et du coup qui va nécessiter une adaptation des émissions, enfin des sociétés humaines. Alors après on peut se poser la question de finalement comment on attribue, parce que là je vous ai dit qu'on attribuait le changement climatique aux activités humaines, on peut se poser la question de comment on fait ça, c'est-à-dire qu'on peut, grâce à diverses techniques dont je ne suis pas spécialiste, donc je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais on a différents forçages radiatifs. On a l'activité des volcans, notamment, qui vont, en émettant des particules dans l'atmosphère, vont avoir tendance à refroidir l'atmosphère. Il y a évidemment les variations de radiation solaire, et ensuite ce qu'on appelle les autres forçages, qui sont en fait finalement les principales activités humaines. Et alors là, on ne voit plus l'échelle de temps. Ah si, l'échelle de temps est là en haut. Et donc là, on voit bien que finalement, les forçages qui sont dus à l'activité humaine ont largement augmenté sur les dernières décennies, alors que les autres forçages sont relativement stables, malgré un certain nombre de variations. Un autre point important, c'est quand on utilise les modèles système Terre, qui sont les modèles qui sont utilisés pour faire la prédiction de changement climatique, mais aussi pour reproduire du climat passé, on voit bien que ces modèles ils sont capables relativement bien de reproduire des climats passés. Et quand on essaye de leur faire reproduire le climat présent, si on retire les forçages, les émissions de gaz à effet de serre issues des activités humaines, en fait, les modèles ne sont plus capables de reproduire le climat présent. Puisque si on prend l'exemple donc là, de la température, on va avoir la ligne, ça va être les observations. On va avoir en bleu un ensemble de valeurs qui sont données par différents modèles du système Terre quand on retire les activités humaines, et en rouge quand on a ces activités humaines. Et là, on voit bien que ces modèles qui sont relativement performants pour reproduire des climats passés sur lesquels on a des observations, on voit bien que quand on retire les activités humaines de ces climats-là, ils vont avoir tendance à prédire un climat plutôt stable, alors que quand on inclut les activités humaines, on suit beaucoup plus la ligne d'augmentation des températures que l'on observe. Alors, évidemment, le futur du climat va beaucoup dépendre des choix socio-économiques qui vont être faits par les sociétés humaines. Le GIEC propose un certain nombre de scénarios. Là, pour illustrer, en gros, on a les deux scénarios un peu extrêmes, c'est-à-dire un scénario qui va plutôt avoir tendance à limiter le changement climatique et qui potentiellement pourrait permettre de respecter les objectifs de l'accord de Paris, donc qui, je le rappelle, a pour ambition de réduire le changement climatique à une augmentation en dessous des 2 degrés. Et là, on a l'autre scénario extrême, qui est plus une sorte de business as usual, et on continue à émettre des émissions, on continue à émettre des gaz à effet de serre à des taux semblables à ceux qu'on observe aujourd'hui. C'est les taux qui continuent ou c'est l'augmentation actuelle qui continue? Non, c'est l'augmentation actuelle, pardon. C'est l'augmentation actuelle. Et donc du coup, là, on voit bien qu'en fonction des choix qui vont être faits, on peut aller vers des augmentations de température, donc comme je disais, de l'ordre de 2 degrés, à des augmentations de température de l'ordre de 5-6 degrés, voire des augmentations très très fortes au niveau du pôle. On voit à peu près la même chose, enfin, pour les précipitations, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'il y a des augmentations, des diminutions. Les différents modèles ne sont pas forcément tous en accord sur leurs prédictions, mais donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas que la température qui va changer, il y a également le régime des précipitations, et ça a aussi un impact très fort sur les activités humaines. Cependant, en fait, il faut savoir que le CO2
qui est produit par les activités humaines, en fait, il ne se retrouve pas entièrement dans l'atmosphère. Il y en a une partie qui va être stockée dans l'océan et une partie qui va être stockée dans les écosystèmes terrestres via la photosynthèse. Et donc, il va y avoir création de biomasse. On observe d'ailleurs, quand on regarde des produits satellitaires qui peuvent regarder un certain nombre d'indices foliaires, on voit que les périodes de croissance de végétation ont augmenté, qu'on a tendance à stocker plus de carbone dans les écosystèmes terrestres. Et donc cette biomasse qui est donc issue de la photosynthèse, au bout d'un moment, ces plantes vont mourir et donc vont se transformer en litière et ensuite rentrer dans le sol. Et donc il faut savoir que le sol, c'est un stock de carbone organique extrêmement important, puisque malgré un certain nombre de discussions sur le stock total, on est autour de 2000 gigatonnes de carbone, de carbone organique, qui sont stockés dans les sols. Il faut savoir que ça représente à peu près 3 fois plus de carbone que ce qui est dans l'atmosphère. Il faut savoir aussi que les flux qui sont issus de la respiration des sols, donc des organismes qui vivent dans le sol, sont eux-mêmes, en termes de flux, beaucoup plus importants que les flux issus des activités humaines. Donc une modification, ne serait-ce que de quelques pourcents de ces flux, soit en les augmentant, soit en les diminuant, peut vraiment avoir un impact significatif sur la dynamique du climat. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé des scénarios. En vous présentant le scénario 2.6 et le scénario 8.5, donc il y a un certain nombre d'intermédiaires dont je ne parlerai pas ici. Et là, ce graphique-là, il est assez intéressant, puisqu'en fait, il montre l'évolution des émissions de CO2 depuis les années 80 jusqu'à la fin du 21e siècle, en fonction de chacun des scénarios. Et, comme je vous disais, le scénario RCP 2.6, c'est celui qui est potentiellement compatible avec les objectifs de l'accord de Paris. Et là, on voit bien qu'on a nos émissions qui augmentent et que très rapidement, quand je dis très rapidement, en fait, c'est le point là où on entame une décroissance, c'est 2020. Donc, il faut très rapidement entamer une décroissance de nos émissions pour aller, in fine, à des émissions négatives. Qu'est-ce que ça veut dire, des émissions négatives? Les émissions négatives, ça veut dire que les activités humaines vont stocker plus de carbone que ce qu'elles émettent. Ça passe par ce qu'on appelle donc des technologies d'émissions négatives, on dit NETs en anglais. Et donc, c'est simplement pour vous montrer, donc c'est à peu près le même graphe que tout à l'heure, mais avec un petit peu plus de détails. C'est-à-dire que là, on est donc sur le RCP 2.6, avec donc le même pas de temps. Et on voit que si on veut respecter les objectifs de l'accord de Paris, il faut mettre en place des émissions négatives très rapidement pour entamer cette décroissance, enfin des techniques d'émissions négatives, pardon, très rapidement pour entamer cette décroissance, pour in fine se retrouver avec des activités humaines qui sont plus stockantes que destockantes. Donc il y a plusieurs pistes pour développer des activités, des technologies d'émissions négatives. Il y a notamment donc reforester un certain nombre de terres dégradées. Il y a aller vers une gestion des sols qui permet d'augmenter les stocks de carbone. Il y a de la production de bioénergie, donc avec capture du CO2, c'est-à-dire que du coup on va utiliser des plantes pour ensuite faire des carburants organiques. On peut accélérer l'altération des roches carbonatées, qui donc leur altération a tendance à stocker du carbone, du CO2 atmosphérique. On peut directement capturer les CO2 atmosphériques avec des technologies diverses. Et enfin, une des autres propositions, c'est de fertiliser les océans, qui sont soit la production primaire des océans est soit limitée en azote, soit limitée en fer, pour faire simple. Et donc du coup, en fertilisant les océans, on pourrait augmenter la production primaire des océans et donc capturer du carbone de l'atmosphère. Mais donc aujourd'hui, moi je vais me concentrer sur
essayer de mieux gérer les terres pour augmenter les stocks de carbone dans les sols. Et donc, tout ça, ce sont les motivations pour aller vers l'initiative du 4 pour 1000. L'initiative du 4 pour 1000, elle est issue d'un calcul très simple, c'est de se dire, en gros, en moyenne, les activités humaines ont tendance à augmenter les activités humaines émettent 8,9 gigatonnes de carbone dans l'atmosphère. Il y a environ, selon l'estimation, là, dans ce cas-là, ils ont pris 2400 gigatonnes de carbone organique dans les sols. Si on divise 8,9 par 2400, on se retrouve à 4 pour 1000. Ça veut dire que si on était capable d'augmenter les stocks de 4 pour 1000 par an, on compenserait l'entièreté des émissions anthropiques. Donc ça, c'est une simple règle de 3, évidemment, très simpliste, mais néanmoins, on voit bien, on sent bien avec ce calcul très simpliste, l'importance que peuvent jouer les sols dans toutes ces politiques pour atténuer les impacts du changement climatique. Excuse-moi, Oui. juste les 8,9 gigatonnes, c'est le net, une fois considéré tout ce qui est absorbé par les océans et l'atmosphère. Oui, C'est pas le total. oui, c'est ça. Sauf que le problème, c'est que sur ces 2400 gigatonnes de carbone des sols, il y a une grande partie qui est stockée dans des zones boréales. Donc là, ici, on a une carte de distribution des stocks de carbone. Et en fait, une grande partie du carbone est stocké dans ce qu'on appelle des pergélisols. Donc ce sont des sols qui sont gelés tout le temps, ou dans des tourbières ou des zones humides, donc qui sont en fait des systèmes sur lesquels on peut difficilement agir. Enfin, on peut déjà essayer d'éviter de déstocker ce qui est stocké, mais on peut difficilement leur faire stocker plus. Donc finalement, dans cet article de Minasny et al. Qui a été publié il y a 2 ans et qui fait un peu qui fait une première estimation déjà assez détaillée de finalement combien on pourrait stocker dans les sols si on suivait ces objectifs du 4 pour 1000. Ils ont déjà montré qu'il y a seulement une petite fraction des terres émergées qu'on peut gérer, qui sont en fait principalement les agrosystèmes. Que ensuite, finalement, de ces 2400 gigatonnes de carbone, au total, finalement, il y aurait un stock sur lequel on pourrait jouer qui oscille entre 480 et 790 gigatonnes de carbone. Et si on arrivait sur ces sols qu'on peut gérer à appliquer une augmentation de 4 pour 1000, on se retrouverait à pouvoir stocker entre 3,9 et 3,1 gigatonnes de carbone par an. Ce qui correspond finalement qu'à 20 à 35% des émissions. Et donc, on ne peut donc pas entièrement compenser les émissions d'origine anthropique en augmentant les stocks de carbone. Ça veut dire que ça, c'est un premier point qui est très important parce que une des critiques qui revient souvent avec le 4 pour 1000, c'est que les gens qui sont plutôt pas convaincus par cette initiative disent qu'il y a un risque majeur de dédouaner les décideurs en leur promettant une sorte de baguette magique pour stocker les émissions. Tous les gens qui sont impliqués dans le 4 pour 1000, c'est très clair que le 4 pour 1000 ne permet pas de compenser l'ensemble des émissions. Néanmoins, en tout cas en théorie, il peut être un levier vraiment important. Et donc, d'où l'intérêt d'essayer de travailler pour savoir comment on pourrait faire pour augmenter les stocks. Alors, il y a un certain nombre de techniques qui peuvent permettre d'augmenter les stocks. Il va y avoir, on peut réduire le labour, on peut introduire des cultures intermédiaires, faire de l'agroforesterie, amener ce qu'on appelle des biochars, des rotations de culture. Donc je vais présenter un peu très rapidement ces différentes techniques et de combien on peut estimer, comment
on peut ensuite augmenter les stocks en utilisant ces différentes techniques. Donc déjà, commençons par réduire le labour. Alors, le labour, il faut savoir que c'est quelque chose qui est pratiqué depuis très longtemps, que c'est... En fait, on prépare le sol avant de semer par un retournement mécanique. Un des changements majeurs qu'il y a eu via la révolution industrielle, c'est qu'en gros, on est passé de systèmes qui étaient tirés par des animaux à des systèmes tirés par des tracteurs, où on va labourer le sol de plus en plus profond. Et ça a pour effet, pour ce qui concerne le carbone du sol, ça a pour effet de finalement mettre à disposition, ça va... Je vais dire que je slide de façon ça. Voilà. Donc en fait, quels sont les avantages du labour? Parce que évidemment, les agriculteurs, s'ils font du labour, c'est qu'ils y trouvent un avantage. Ça permet déjà de mieux aérer le sol. Ça va contrôler ce qu'on appelle les adventices, ce qui est en gros, si ça ne vous parle pas, les adventices, c'est ce qu'on peut appeler les mauvaises herbes, mais voilà, c'est toutes les plantes que l'agriculteur ne veut pas voir sur son champ. Ça va permettre une meilleure infiltration de l'eau. Par contre, ça a un certain nombre d'inconvénients. Ça a tendance, dans certains cas, à augmenter l'érosion. Et ça peut aussi réduire la biodiversité des sols. Et donc, quels sont les process qui sont derrière? En fait, le sol, il est composé d'un certain nombre d'agrégats qui ont des tailles différentes. Et au sein de ces agrégats, on va avoir des composants organiques, des micro-organismes. Et la structuration physique du sol va permettre de stocker une certaine quantité de carbone, notamment par le fait qu'un certain nombre de molécules vont se retrouver comme enfermées au sein d'agrégats. Et en gros, un exemple qui est souvent donné, c'est-à-dire que si vous prenez une canette de soda et que vous la mettez dans le sol, votre soda, il va rester